Emmanuel Aumonier, Médiasphère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Médiasphère, l'émission qui s'intéresse à l'histoire, l'évolution et l'actualité des médias. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir l'historien Fabrice d'Almeida, spécialiste des médias. Bonsoir et bienvenue sur Radio J, Fabrice. Merci beaucoup, bonsoir Emmanuel. Vous êtes également un universitaire, un professeur à l'Institut français de la presse. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont deux notamment un peu anthologiques, deux sommes, une sur l'histoire des médias, une sur plus la propagande, l'un chez Flammarion, l'autre chez La Martinière. Alors l'histoire des médias, justement, pour commencer avec cette première question, c'est une discipline qui est parfois un peu laissée en retrait en France par rapport aux pays anglo-saxons ou à d'autres disciplines jugées plus prestigieuses. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé durant votre parcours ? C'est vrai que ce qu'on appelle les sciences de l'information et de la communication ont été à l'origine très sociologiques. Et progressivement, des juristes s'y sont ajoutés, ainsi que des historiens. Et donc, je fais partie de cette race un petit peu rare, les historiens des médias, mais qui est une population dynamique. On a une belle revue qui s'appelle Le Temps des médias. On a pas mal de jeunes chercheurs. Et puis, on est très présent en histoire et pas seulement dans les sciences de l'information et de la communication. Donc voilà, il y a des cours. Vous en avez peut-être subi à l'école de journalisme de Sciences Po. Nous, à l'Institut français de presse, à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, eh bien, on a une bonne part d'histoire parce qu'on considère que former un jeune journaliste ou un jeune communicant pour qu'il puisse parler, avoir des relations avec son public, qui est un public qui a traversé plusieurs générations, qui peut même parfois être âgé, eh bien, il faut qu'il ait une connaissance de ce qui s'est fait auparavant dans le domaine des médias. Alors il y a des stars quand même dans cette discipline, justement, plus connues à l'étranger. On pense à Noam Chomsky qui a travaillé sur beaucoup de sujets, dont celui-ci en particulier. Quels sont pour vous les stars en France ? Alors il y a Bourdieu qui a parlé de la télévision, mais c'était pas forcément très positif. Je prendrais des vrais historiens. Pour moi, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Noël Jeanneney, qui a été que j'ai reçu ici l'année dernière. Voilà, exactement, qui avait été secrétaire d'État au commerce extérieur, qui s'est aussi occupé des médias, qui a été président de Radio France et qui a fait aussi un joli petit livre, une petite histoire des médias, une histoire des médias au Seuil. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. S'il nous écoute, je le salue, et qui a été assez intéressant parce que tout de suite, il a placé l'histoire des médias pas seulement dans une perspective française, mais dans une perspective internationale. Et c'est très intéressant cette dimension-là parce que ce qui se passe depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est que ce que fait un média dans un pays va être très rapidement repris par un autre à l'étranger. Les formats s'échangent, les idées passent d'un pays à l'autre et j'allais dire, on exporte aussi beaucoup de séries. Ceux qui connaissent les séries israéliennes savent à quel point maintenant elles sont devenues des modèles, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Alors vous avez cette casquette d'historien des médias, vous avez aussi une casquette de journaliste. Vous avez été à Europe 1 consultant histoire. Aujourd'hui, Europe 1, c'est un des médias, alors avec M6 et TF1 dont on parle beaucoup, justement parce que il y a eu un changement pas d'actionnaire, mais un changement vraiment de direction et d'orientation, peut-être un peu politique. Est-ce que vous regardez très attentivement les médias selon par qui ils sont détenus, par qui ils sont dirigés ? Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est décisif selon vous ? Alors c'est important, c'est pas toujours décisif, mais c'est vrai qu'en France, on est un pays singulier parce que les entreprises de médias, pratiquement depuis la Deuxième Guerre mondiale, sont un peu sous tente à oxygène, si je puis dire, de la part des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a mis en place des lois pour éviter que des groupes industriels s'occupent des médias, pour essayer de leur donner leur indépendance. Mais en fait, ils n'ont jamais réussi à la conquérir pour deux motifs essentiels. D'abord, des coûts de fabrication plus élevés que dans d'autres pays. Et donc, ça les a amenés à chercher des soutiens dans d'autres groupes. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. En fait, on voit des entreprises de médias qui ont du mal à se suffire à elles-mêmes. Europe 1 a une baisse d'audience, donc une baisse des ressources publicitaires. Elle avait un personnel très, très développé parce qu'elle vivait avec le costume de grande radio qu'elle a eu pendant très longtemps. Et donc, elle est dans cette situation un peu paradoxale. Donc, il faut de l'argent frais. Donc, il y a effectivement, du côté de Vincent Bolloré, une volonté d'injecter, d'insuffler une dynamique dans cette radio. Et donc, on voit un groupe
industriel, commercial, se pencher sur ce média et essayer de lui insuffler. Alors, ce qui est nouveau peut-être avec Bolloré, c'est un projet que peu de patrons ont eu en France, c'est un désir d'imprimer une marque idéologique. Il n'y a pas tant de patrons que ça qui l'ont fait. Il y avait un parfumeur qui s'appelait Coty dans l'entre-deux-guerres, qui avait racheté le Figaro en voulant en faire un journal vraiment marqué idéologiquement pour l'extrême droite, parce que Coty avait cette tendance politique. Mais si on regarde dans l'histoire récente, quelqu'un comme Robert Hersan, qui était quelqu'un plutôt de droite, en réalité, il ne veut pas faire de sa presse une presse à portée idéologique. Il en fait une presse qui est, j'allais dire, d'information, de divertissement, une presse locale. Alors que là, Vincent Bolloré, on sent qu'il a envie de porter les idées qui sont les siennes à travers un certain nombre de médias, et notamment à travers Europe 1, vu le sentiment qu'on a qu'il est en train de prendre le pouvoir sur cette antenne. Est-ce que c'est ce qui va marcher de plus en plus, des médias engagés? On voit par exemple qu'Europe 1 marche un peu mieux déjà depuis que Vincent Bolloré a imposé sa marque, depuis que quand même les 2 tiers des journalistes sont partis. À Europe 1, on voit CNews qui a dépassé BFM parce que justement elle a été très marquée à droite. Est-ce que c'est une tendance que vous observez dans les médias de manière générale? Les médias qui marchent le mieux sont en fait finalement ceux qui sont le plus engagés? Alors, il y a deux variables, parce que le coup de génie de Vincent Bolloré, quand même, son coup de génie, c'est d'arriver à réduire les coûts de fabrication de ces médias. Parce que CNews, en fait, le point de départ, quand il reprend, c'est une radio qui est c'est une télévision, pardon, qui est déficitaire. Et donc, son objectif, c'est de réduire le personnel pour arriver à faire le même nombre d'antennes, le même nombre d'heures d'antenne avec moins de personnel. Il réussit à réduire le coût de grille. Il fait la même chose à Canal+. Rappelez-vous, Canal+, il y a eu beaucoup de départs parce que son objectif, c'est réduire le coût de grille. Et c'est la même chose à Europe 1. Il réduit le coût de grille. Et dans un deuxième temps, effectivement, il y a son autre dimension qui est l'idée d'idéologiser ces programmes, de suivre une tendance qui a été mise en valeur en fait aux États-Unis par un autre grand patron de médias qui est Rupert Murdoch, qui en 96 décide de lancer lui aussi une chaîne d'information et de la positionner sur la droite de l'électorat, et c'est la naissance de Fox News avec Roger Ailes qui est un ancien nixonien, et donc on voit tout un passage comme ça. Et je crois que Bolloré, il est à la fois inspiré par ce modèle, mais la base quand même, et c'est ça où en France on a beaucoup de mal à l'admettre, c'est le coût de grille. Et c'est ça qui fait qu'un média est viable ou pas, c'est ses coûts de fabrication. Et parce qu'on l'oublie, mais les médias peuvent être des entreprises, ça peut être des entreprises publiques, mais ça peut être des entreprises privées. À ce moment-là, elles ont besoin d'avoir un marché, donc d'avoir des coûts de fabrication qui ne soient pas trop élevés et qui soient en adéquation avec les ressources potentielles du média. Donc Bolloré, moi, ce que je vois d'abord, c'est le bon gestionnaire. Et ensuite, effectivement, il y a l'idéologue. Mais le bon gestionnaire, il est primordial parce que réduire le risque économique sur Canal+, sur CNews... C'est une sorte de rationalisation, quoi, finalement. Exactement. Alors, vous dites que l'objectif de la radio, c'est à la fois d'informer, d'éduquer et de divertir. Est-ce que c'est la même chose pour les autres médias ou est-ce que c'est un peu différent? C'était un triptyque qui avait été mis en place dans les années 60. C'est la manière dont on va définir le fonctionnement et les objectifs de la radio au moment de l'ORTF. C'était ça. Informer, divertir, éduquer. Les autres médias fonctionnent dans la même logique. Dès le 19e siècle, alors je vais vous ramener loin, allez. Faites un effort tous. On remonte en 1835, au moment où est créé un journal qui s'appelle La Presse, par un monsieur qui s'appelle Émile de Girardin, et qui est le premier à baisser considérablement les coûts de ses journaux, et donc à les vendre 5 fois moins cher que ses concurrents. Et ce que fait Girardin, c'est que dans son journal, il met de l'information, mais il met aussi, et c'est le premier à le faire dans l'histoire du monde, il met aussi des feuilletons, des romans feuilletons. Et c'est ce qui fait que Eugène Sue, Balzac, Alexandre Dumas vont publier dans la presse. Tous les grands romanciers du 19e siècle sont publiés par les journaux. Pourquoi ? Parce que c'est du divertissement. Ça permet à leur lectorat de ne pas avoir que les nouvelles toutes grises et toutes ennuyeuses. Donc on voit que dès le départ, c'est là. Et par ailleurs, la presse est définie à partir de la Révolution comme la sentinelle du peuple, donc comme celle qui doit éduquer le peuple et le préparer pour faire les bons choix politiques dans la démocratie. Et alors pour revenir justement sur ce que vous disiez sur Vincent Bolloré, les médias détenus par des groupes privés, les médias
public. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui, même depuis quand même quelques années, il y a une sorte de troisième modèle, c'est les médias détenus, les médias participatifs, les médias détenus finalement par nous-mêmes. Un youtubeur peut être un média. Quel modèle vous trouvez le plus pertinent, ou est-ce que c'est bien que les trois existent? Est-ce qu'il y a un modèle qui s'essouffle? Ben, oui, évidemment, le broadcast, comme on dit, hein, c'est-à-dire l'émission large, à destination tout public, ce que nous on appelle en français les médias généralistes, aujourd'hui souffre beaucoup. Il souffre beaucoup parce qu'il y a un transfert massif, quand je parle de la télévision par exemple, il y a un transfert massif de la publicité sur Internet. Pourquoi? Parce que sur Internet, il y a un avantage par rapport aux médias généralistes, c'est qu'on a un meilleur adressage, c'est-à-dire On connaît mieux son audience. Voilà, aussi. on connaît mieux son audience et on peut mieux viser tel ou tel public potentiel. Donc pour Ce un qui coûte plus publicitaire, bah oui, mais pour un publicitaire, c'est ça une aubaine, l'objectif. bien Voilà. sûr. Donc c'est ce qui fait qu'une grande partie d'entre eux ont réorienté leurs investissements vers le numérique. Reste que une radio généraliste ou une télévision généraliste, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet au fond d'avoir une vision transversale dans la société. On est des sociétés aujourd'hui qui sont très fractionnées. Il y a des minorités qui sont venues de tel pays ou de tel autre, il y a des minorités ethniques, il y a des minorités religieuses. Donc on a beaucoup tendance à vouloir rester avec les nôtres, à vouloir écouter ce qui concerne notre groupe, les gens avec qui on a pris l'habitude de vivre depuis qu'on est petit. Or, C'est un les réflexe médias... normal finalement. Voilà. Or, les médias généralistes, malgré tout, nous imposent des discussions communes, des enjeux communs. Et quel que soit notre métier, quelle que soit notre origine, ils nous permettent en quelque sorte d'avoir quelque chose entre nous sur un territoire donné, qui peut être la France, qui peut être l'Europe, ou qui peut être une surface encore plus grande, qui c'est le monde. Alors, parmi ces nouveaux médias, il y a évidemment les réseaux sociaux depuis maintenant plus d'une décennie. Est-ce que ces réseaux sociaux, selon vous, ont plutôt tendance à tirer l'audimat vers le haut, ou plutôt à tirer l'audimat vers le bas par rapport à ce que faisaient les grands médias? Alors, c'est une question effectivement très générale, c'est difficile d'y répondre par oui, par non, mais est-ce qu'il y a une tendance quand même qui se dessine? En gros, est-ce que vous parliez de votre fameux triptyque informer, éduquer, divertir? Est-ce qu'on divertit plus? Est-ce qu'on éduque moins? Il y a deux logiques, parce que en fait, les réseaux sociaux peuvent être des médias d'accompagnement. On pourrait tout à fait, vous voyez, pendant votre émission, être tous les deux sur Twitter, et puis envoyer des petits extraits, et puis les auditeurs, par tel ou tel réseau social, nous répondraient, nous poseraient des questions, nous inciteraient. Donc dans ces cas-là, ça fait des réseaux sociaux, des médias d'accompagnement. Alors regardez, quand il y a un match de foot, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Minute par minute, on a des commentaires, on échange, on fait partie d'une communauté, et au fond, ces réseaux sociaux sont des supports qui permettent d'accroître notre implication dans un programme généraliste. Ensuite, il y a une deuxième logique qui est que les réseaux sociaux ont un fonctionnement indépendant. Et ils ont un fonctionnement indépendant qui peut être extrêmement critique du monde médiatique. Et là, vous le voyez, vous l'avez sûrement vécu, quand il y a une polémique qui apparaît à la télévision ou une personnalité particulièrement saillante. En ce moment, tout le monde parle de Zemmour, et vous voyez très bien comment sur les réseaux sociaux, il y a des pics de conflictualité, d'opposition sur cette personnalité Qui qui correspondent émerge. souvent à des pics d'audience d'ailleurs. Voilà, oui, mais pas forcément. Ça peut être parce que ça va venir après. Par exemple, il fait son voyage en Corse, et puis donc le soir ou le lendemain, on va avoir tous les commentaires qui vont tomber en avalanche sur est-ce qu'il a eu tort de dire ceci, est-ce qu'il a eu tort de faire cela, etc., etc. Donc, si vous voulez, cette dimension-là polémique des réseaux sociaux, conflictuelle, elle est celle qui aujourd'hui crée le plus de tension. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'utilisateurs vont avoir des arguments faux, donc vont utiliser des fausses nouvelles, vont utiliser tout un tas de petites manipulations pour créer au fond une actualité parallèle, mais une actualité complètement en disjonction par rapport au réel. Et c'est ça qui, moi, me paraît le plus délicat dans la question des réseaux sociaux. Et puis, dernier point, les réseaux sociaux, c'est un espace de liberté. Moi, je suis assez attaché à la liberté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les délires, tous les dérives qu'il y a, conduisent un certain nombre de réseaux sociaux à interdire à des gens de prendre la parole, conduisent à supprimer des messages. Et donc, ça pose un problème de ce qu'est aujourd'hui la liberté. Aussi, hein. Voilà, de ce qu'est aujourd'hui la liberté d'expression. Qui la gère? Auparavant, elle était gérée par les États. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont de grandes entreprises qui décident que tel ou tel va avoir le droit de parler. Je ne suis pas trumpiste, mais c'est vrai que l'interdiction de Trump sur Twitter
dont il a fait l'objet au moment de la sortie de la présidence, me paraît problématique. Parce qu'elle ouvre la porte sur Est-ce que c'est à sur une plein grande d'autres choses. entreprise, est-ce que c'est à une grande entreprise de fermer une arène de débat public? C'est un peu la grande guerre de l'information qui a déjà commencé, notamment en Chine avec Alibaba face au gouvernement chinois. Là, on a les GAFA ou les GAFAM. C'est pas le même régime, la Chine. Faut quand même, là-dessus, il faut quand même bien être clair. Là, Mais c'est les mêmes enjeux. C'est quand même les mêmes enjeux. Est-ce que les États... La discussion n'est pas la même quand on est dans une démocratie et qu'on repose justement sur ce principe de liberté d'expression, et quand on est un État autoritaro-totalitaire qui repose sur un principe de censure. Je veux dire, la Chine, on peut le tourner dans tous les sens, c'est un État autoritaire, il n'y a pas de liberté d'expression en Chine, il y a à peu près 5000 censeurs qui sont employés pour censurer les médias chinois, donc on ne vit pas dans le même monde. Donc moi je pense que là il faut faire attention. Quand je parle de Twitter, quand je parle de Facebook qui interdisent tel ou tel type de pratique de communication, on reste quand même dans un régime démocratique. J'allais dire, on est à la marge du problème. Quand on parle de la Chine, la censure, c'est la donnée de base. On ne commence pas par être liberté d'expression, par la liberté d'expression en Chine, on commence par le contrôle en Chine. Bien sûr, mais alors les médias sont effectivement un enjeu de pouvoir. C'est pour ça que la Chine essaye de lutter contre Alibaba. C'est pour ça que le gouvernement américain et l'Union européenne essayent aussi de lutter contre les GAFA. C'est une espèce de lutte qui s'est engagée, justement, vous le disiez, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, de Facebook, de Twitter. Pour vous, qui va gagner cette bataille un peu de l'information entre les États et ces groupes privés géants de l'information que sont les GAFA? Il y a deux sujets. Quand on parle de guerre de l'information, c'est un sujet bien précis. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a un nouveau théâtre de guerre. Vous savez, dans l'armée, on dit il y a le théâtre de l'air, le théâtre de la terre, le théâtre de la mer. Et depuis, on a ajouté le théâtre cyber. Et aujourd'hui, il y a un autre théâtre qui est le théâtre de la communication. C'est clair. Je laisse de côté celui de l'espace. Ok, bon, c'est les 6 théâtres. Le théâtre de la communication, c'est là où se joue la guerre de l'information. Et ça fait un moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des États souverains lancent des opérations de désinformation ou d'information à l'encontre d'un État adverse. Ça, c'est un sujet dans lequel on est aujourd'hui. On le sait, la Chine mène des opérations très importantes d'information et de désinformation, aussi bien en Europe qu'en Afrique ou dans d'autres pays très, très sensibles. On a vu la Russie à l'œuvre lancer des opérations de désinformation sur des candidats à la présidence, que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis. Donc là, il y a une vraie guerre de l'information qui se joue. C'est différent de parler de la lutte pour l'autonomie et pour la domination de la parole légitime qui se joue entre des grands groupes économiques et des États. Parce que quand on prend Alibaba, vous parlez d'Alibaba et vous parlez de Jack Ma. Jack Ma a fait une phrase de trop. Il a été ramené dans l'ordre. C'est réglé. Parce qu'en Chine, les choses ne durent pas. Quand il y a un problème, on est arrêté, on est bloqué ou on est fermé. Donc les choses ne durent pas. En Chine, il n'y a pas d'ambiguïté sur qui détient le pouvoir. C'est Monsieur Xi. Xi Jinping détient le pouvoir en Chine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème, il est plus chez nous. En France, qui a une capacité d'action parce qu'on a des principes constitutionnels, parce qu'on respecte un certain nombre de traités économiques. On ne peut pas faire n'importe quoi par rapport aux GAFAM. Donc le président Macron, lui, il a des contraintes quand il veut agir sur telle ou telle entreprise. Et à l'inverse, les entreprises sont obligées de se plier au cadre légal une fois que celui-ci est mis en place. Donc c'est dans notre pays, au fond, on a un arbitrage, au fond, qui est à nous de mener, à nous électeurs, à nous citoyens, pour savoir ce qu'on veut et de voter, en quelque sorte, pour que nos représentants adoptent des lois qui soient conformes à nos intérêts. Quand même, en Europe, on a eu un truc extraordinaire, qui est la protection des données personnelles, qui est, j'allais dire, la zone mondiale qui le fait le mieux, beaucoup mieux que les États-Unis, beaucoup mieux que tous les autres pays au monde. Donc, de ce point de vue-là, les citoyens européens ont plutôt bien poussé leurs dirigeants. Restent ensuite des problèmes commerciaux, des problèmes de fiscalité qu'on peut discuter, mais c'est des questions que tous les citoyens doivent discuter. C'est pas pour le coup une forme de guerre qui se jouerait entre Facebook et Microsoft et le gouvernement français ou la Commission européenne.
c'est des arbitrages, c'est des bras de fer. Et donc là-dedans, les citoyens ont leur rôle à tenir, leur rôle à jouer. Alors vous parliez justement de fake news qui fait partie des armes justement dans cette guerre de l'information, de la communication. Vous avez beaucoup écrit et travaillé sur la propagande. La fake news aujourd'hui, c'est l'arme par excellence de la propagande tout-terrain. Les fake news, il y en a deux types. Moi, j'ai tendance à distinguer deux types de fake news. Les fake news qui sont faites par des professionnels, ce que j'appelle les manipulations professionnelles, donc les manips. Hein. Une bonne vieille manip, vous savez, où il y a soit une grande entreprise, soit une organisation, soit un parti qui décide de faire une petite opération d'intoxication pour que l'opinion publique aille dans son sens. Bon, ça, c'est une bonne vieille manip. On en a vécu, on a connu ça à l'époque de la guerre froide en masse. C'est l'accusation d'utilisation d'armes bactériologiques en Corée contre les Américains. C'est ce type de choses. Voilà, bon, ok. Et puis, il y a une deuxième chose qui est beaucoup plus difficile à maîtriser. Ce sont les manipulations amateurs, ce que j'appelle les manias. Les manias, vous savez, comme on disait, la Beatles mania, quand on est, voilà, l'espèce de fandom qui fait qu'on a des bulles de croyances, des groupes qui se mettent à avoir la même croyance en une contre-vérité parce que ça leur parle, parce qu'elles sont persuadées que c'est bien. C'est plus pathologique alors ça? Non, mais j'allais dire, ce sont des petites mythologies à basse intensité qui se lovent dans l'information. Par exemple, rappelez-vous, il y a quelques années, on disait que McDonald's faisait ses hamburgers avec des vers de terre. Alors évidemment, c'est totalement faux, mais ce type de fausses nouvelles, elles trouvaient des gens pour les écouter. Pourquoi? Parce que la forme même de la viande hachée, quand elle sort du hachoir, évoque celle du ver de terre. Donc vous voyez, il y avait des petits détails comme ça qui faisaient que les gens se disaient « Ah ben oui, ça doit être ça, ça doit être vrai, etc. On nous fait manger des vers de terre. » Donc il y a eu comme ça des espèces de fausses nouvelles complètement délirantes, mais comme elles sont sur des... On pourrait discuter aujourd'hui de tous les débats qu'on a eu sur les vaccins. Certains ont été vrais, certains ont été faux. Donc on a eu énormément sur le pass sanitaire, son utilité, son efficacité, sur le masque, son utilité, son efficacité. On a eu quantité de débats ces derniers mois et ces dernières années qui nous montrent à quel point, en fonction de ce que nous avons en tête, des modèles, des représentations, des imaginaires qui nous travaillent, eh bien, on est plus ou moins vulnérables. Exactement, et où nous sommes plus ou moins disposés à croire quelque chose qui nous plaît, quoi, qui a quelque chose d'un peu paradoxal, d'un peu magique. Alors les fake news, ça va pas manquer de se produire à nouveau lors de cette campagne présidentielle qui s'annonce. Ça a favorisé l'accession au pouvoir de leaders comme Bolsonaro, comme Trump. Est-ce que c'est une menace de plus en plus importante qui peut avoir une conséquence la plus grave qui soit, c'est-à-dire un président de la République? Alors moi, sincèrement, je ne crois pas. Je suis peut-être choqué, mais je ne crois pas que les fake news emportent une élection aussi massive, où il y a autant d'électeurs. Je pense que Bolsonaro, il correspond aussi à une attente, à une demande de la société brésilienne qui, après justement les années Lula, une certaine forme de gouvernance un peu plus à la recherche du compromis, à la recherche du consensus, un peu plus tous azimuts, 360, a envie d'un recentrage, a envie d'avoir une autorité réaffirmée, etc. Bon, je pense qu'aux États-Unis, Trump a correspondu à la demande d'une grande partie de la société américaine. Après, il y a le système électoral américain qui fait que, avec ses grands électeurs, il peut avoir moins de voix qu'Hillary Clinton, mais il devient quand même président. Mais je crois qu'il y avait une attente, il y avait une demande. Et je pense que c'est de la même manière, quand un Boris Johnson est élu aux États-Unis, c'est pas sur des fausses nouvelles sur le Brexit. C'est parce qu'il y a un sentiment de la société britannique de perte d'identité, une volonté de restauration d'une espèce de grandeur imaginaire peut-être perdue. Donc voilà, tout ça, ça joue. Et je pense que ce sera le cas en France. C'est pas sur une fausse nouvelle que quelqu'un va être élu. C'est vraiment en général sur un courant de fond qu'on peut avoir des millions, parce que c'est de ça dont on parle, de personnes qui vont se déplacer, qui vont se mobiliser et qui vont aller voter. Alors après, on peut considérer qu'elles ont mal perçu la personne qu'elles ont élue, qu'elles se sont trompées, mais il n'empêche qu'elles ont une interprétation de ce geste qui ne dépend pas d'une ou de quelques fausses nouvelles. Alors vous écrivez que beaucoup des méthodes de communication politique qui avaient été inventées au début du XXe siècle continuent massivement à être utilisées. Alors quelles sont-elles, par exemple, ces méthodes qui sont toujours utilisées par nos hommes politiques? La première qu'on voit tous, et qu'on a vécue de manière massive, c'est en politique étrangère. Dès qu'il y a un conflit, c'est qu'on est victime de l'attaque de l'adversaire. Si vous regardez toutes les guerres du XXe siècle, elles sont toutes définies par ceux qui les mènent comme des guerres défensives.
j'exagère à peine, j'en fais pas une chose critique parce que la réalité est qu'il fallait le faire. Mais quand on va au Mali en disant qu'on mène la défense, Préventive, la prévention. voilà, contre le djihad. Bon, vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, ça me paraît être une des techniques qui est inventée pendant la Première Guerre mondiale, hein, qui a été bien identifiée par un... C'est efficace. Ben oui, mais ça a été bien identifié par un spécialiste de la propagande américaine qui s'appelait Harold Glaswell et qui dit, ben ça, c'est la première chose. Pour avoir le consensus du peuple derrière soi, il faut dire qu'on est attaqué. Il faut dire qu'on est attaqué et qu'on est victime d'une offensive adverse. Et à ce moment-là, évidemment, la nation n'a d'autre choix que de se mettre derrière son chef. Même technique, toujours employée. La barbarisation de l'adversaire, transformer l'adversaire en un être complètement monstrueux, absurde, négatif, la somme de toutes nos peurs. Ben, évidemment, à ce moment-là, il n'y a pas de paix possible, il n'y a pas de discussion possible puisque c'est un monstre. Donc de cette manière-là, on n'a pas... Voilà. Et ça, on voit ce fonctionnement qui a commencé à la fin du 19e siècle et au moment de la Première Guerre mondiale, on le voit se répéter à plus d'un siècle et avoir des consensus toujours aussi forts, jouir d'une efficacité tout aussi radicale. Pareil, les prétextes d'entrer en guerre. On a vu toutes sortes de prétextes. La Deuxième Guerre mondiale, Hitler fait une fausse attaque d'un poste de radio allemand en disant que c'est des soldats polonais qui l'ont attaqué. C'est un faux, en fait. C'est un montage complet. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au moment de la guerre du Golfe, on va faire mentir une enfant, la fille d'un ambassadeur, de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis, qui s'appelait Naïra. On va la faire mentir devant une commission pour dire qu'elle a vu des bébés arracher des couveuses pour être jetés sur le sol par les soldats irakiens. Ce qui est une totale fake news. Et donc, quand on voit que les prétextes sont aussi faux et que ça continue de fonctionner, effectivement, on a l'impression que la propagande n'est pas du tout terminée et qu'elle aura toujours de beaux jours devant elle. Alors, propagande, justement, c'est un terme latin, enfin qui vient du latin propaganda, ce qui signifie être, ce qui doit être propagé. Est-ce que ça se limite à ça, selon vous, la propagande? C'est factuel, c'est ce qui doit être propagé? Depuis la fin du 19e siècle, la propagande, elle a été couplée avec un principe de psychologie sociale. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que nous ne sommes pas maîtres de toute notre pensée et de toutes nos réactions. Donc, on peut jouer sur notre inconscient pour nous pousser à avoir un certain nombre de conduites. Et donc, depuis cette époque-là, on voit aujourd'hui les sciences cognitives et les neurosciences aussi sont très largement utilisées à des fins d'influence. Donc, la propagande n'est pas que la propagation d'un message. Elle est aussi le travail des imaginaires, le travail des représentations, le travail du subconscient et de l'inconscient pour qu'une personne change de comportement et devienne conforme à l'objectif que nous avons par rapport à lui. Eh bien, merci beaucoup Fabrice Almeida. On va se quitter, mais juste avant, on va faire un petit questionnaire, le questionnaire média pour sonder un peu votre consommation de médias. C'est parti. Alors, Fabrice d'Almeida, quel est, tout média confondu, celui que vous utilisez le plus? Je passe ma vie devant mon ordinateur. Donc, oui, le numérique, le cyber, ça reste quand même le support qui m'est le plus familier. Oui. Votre journal ou magazine de référence? Je suis abonné vraiment à 2 journaux, Le Monde et Le Figaro. Et je dois avouer qu'en ce moment, le Figaro exerce peut-être plus d'influence sur moi dans le choix de ses sujets. Pourquoi ? Un peu plus d'international, même si les pages du Monde sont bien faites, mais surtout, j'allais dire, une sensibilité très partisane, très politique, qui fait que c'est souvent les sujets sur lesquels je réfléchis, donc ça m'attire. Le réseau social que vous utilisez le plus? En ce moment, c'est Twitter, mais moins qu'autrefois, et plus en retweet qu'en création de messages. Le dernier livre que vous ayez lu? Le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre de Catherine Cockry-Widrowicz qui est paru à La Découverte et qui est l'itinéraire d'une historienne africaine. Catherine Cockry-Widrowicz, c'est une enfant cachée pendant la Première Guerre mondiale. Elle a survécu, elle est juive d'origine et puis elle se prend de passion pour l'Afrique, cette jeune normalienne, et elle commence à voyager sur le continent africain, à devenir une des spécialistes et à montrer une autre forme de culture, une autre forme de pensée dans ce continent qui est travaillé par la colonisation et la violence. La chaîne de télévision que vous regardez le plus?
Euh, Mécaniquement, quand vous évidemment. allumez Non, non, votre mais évidemment, téléviseur. c'est France 24. C'est France 24. Alors, moi, je suis sur ma boîte, c'est sur la chaîne 47. Pourquoi je regarde beaucoup France 24? Parce que là encore, c'est beaucoup d'actualités étrangères. Et puis, c'est une actualité qui est déconnectée par rapport aux préoccupations strictes du moment français. Donc, souvent, on a un pas de côté qui est extrêmement passionnant. Et je regarde I24 aussi. La station de radio que vous écoutez le plus? En radio, c'est le matin que j'écoute la radio et c'est la matinale de Demorand et Léa Salamé. Et je dois avouer que j'ai une passion pour Léa Salamé. Je la trouve, elle est parfois très provocante, très agaçante, mais il y a toujours quelque chose à gagner à l'écouter. Est-ce que vous avez un podcast favori que vous écoutez en particulier plus qu'un Alors autre? en ce moment, j'en écoute pas, mais à un moment donné, il y avait deux potes. Si, il y a un podcast que j'écoute tout le temps. En fait, je baratine, c'est incroyable. J'écoute le podcast de Philippe Meyer, D'accord. L'Esprit Public, qui avant était sur France Culture, qui maintenant est indépendant. Et puis j'écoute quand même le podcast. Il faut avouer ses mauvaises habitudes de celui que je regarde comme un rabbin à critiquer, qui est Alain Finkielkraut. Alors, le dernier film que vous avez vu au cinéma, si vous allez au cinéma, je ne sais pas si Ouais, alors là, c'est dans vos vous habitudes. m'obligez à confesser un crime. Hein. Le dernier film que j'ai vu, c'est OSS 117 au cinéma. Bon, c'est pas un crime, hein. que j'ai vu en famille, l'épisode réalisé par Nicolas Bedos. J'aime beaucoup Jean Dujardin, j'aime beaucoup cette série de films. Je trouve que c'est complètement absurde, mais c'est passionnant. La dernière série que vous avez terminée? La dernière série que j'ai terminée, parce que j'en regarde énormément, je suis un consommateur maladif et compulsif de séries, que j'ai terminée, c'est une série coréenne. Alors, c'est attends. celle qui est en Non, si je qui est dois en en dire, tête. je vais en dire une. Non, pas celle-là. Celle sur le jeu, j'ai pas accroché. Non, par contre, celle que j'ai vue et que je recommande, c'est une série complètement dingue qui s'appelle The Rise of the Phoenixes, qui est sur Netflix, qui est une série de la télévision chinoise qui nous reporte au XVIIe siècle et qui en fait est une vision de l'Empire tel qu'il fonctionnait avec ses prébendes, ses contradictions, ses violences de pouvoir. C'est ce qui se passe au sein du Parti communiste chinois. C'est délirant. Voyez ça, et c'est une série en costume complètement folle. Eh ben, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup Fabrice Merci d'Almeida d'avoir été avec nous. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission avec Jonathan Curiel, qui est le directeur adjoint des programmes à M6. Il vient de publier La Société hystérisée aux éditions de l'Aube. D'ici là, Javoitov, passez une excellente soirée à l'écoute de Radio J.